Regardant la photo de la mère et de l'enfant posée à côté de la partition, l'homme rugit de colère, demandant si l'enfant caché depuis 5 ans est vraiment le sien. Tout en hurlant de colère pour ordonner à Jung Ye-hongé de répondre immédiatement. Il s'avança, lui serra fortement le bras et continua de la questionner pour savoir jusqu'à quand elle comptait garder ce secret. Mais elle se contenta de poser un regard glacial ailleurs et répondit qu'elle le cacherait pour toujours, car c'était lui qui l'avait oublié. En entendant cette réponse cruelle, l'homme fut tellement sous le choc que des gouttes de sueur lui en tombaient de stupeur. Ye-hongé écarta lentement sa main de son corps et avoua avec lassitude qu'elle en avait assez de tout. De lui-même jusqu'à sa famille entière. Elle lui tourna le dos et affirma amèrement que la Jung Ye-hongé, qui ne vivait autrefois que pour lui, était désormais complètement morte. Avant qu'une larme ne coule doucement sur sa joue alors qu'elle le suppliait d'arrêter, bien qu'au fond d'elle, elle se souvienne de l'époque où il était tout son monde. Les souvenirs amers ramenèrent tout 10 ans en arrière, à l'époque où elle était encore une jeune fille innocente, absorbée par le piano baigné de soleil. Des pas nonchalants résonnèrent dans l'escalier, accompagnés d'une critique directe disant qu'elle jouait très mal. Faisant sursauter la jeune fille qui se retourna pour voir qui venait de parler. C'était un grand adolescent à l'allure arrogante, qui lui demanda si elle était bien Jung Ye-hongé, la 6e bénéficiaire de la bourse de sa famille. Elle hocha la tête avec timidité, se remémorant cette année de ses 16 ans où, en tant que pianiste sponsorisée par le groupe Gil, elle avait rencontré pour la première fois la Villa Chondam. Où il avait critiqué avec indifférence, disant que jouer de la musique uniquement avec de la technique et sans la moindre émotion ne pouvait rien transmettre. Puis s'était approché du piano pour lui rappeler froidement qu'elle devait faire bien mieux que cela. Il posa la main sur les touches et la prévint que si elle était parrainée par Madame Pyo Myung-hye, cette dernière ne la ménagerait pas. La faisant lever les yeux vers lui, ébahie et hésitante, le cœur battant la chamade face à l'aura écrasante de son interlocuteur. Cette nuit de pluie-là, elle avait rassemblé tout son courage pour lui supplier en sanglotant de rester une nuit avec elle, promettant de ne plus jamais le déranger, car ses sentiments pour lui étaient sincères et non une simple impulsion enfantine. Sous la pluie battante, elle s'était cramponnée à Gu Jeon, l'unique héritier du groupe Gil, sachant pertinemment qu'il était hors de sa portée, mais son désir de l'atteindre n'avait fait que croître avec le temps. Gu Jeon poussa un soupir sous la pluie nocturne. Puis lui saisit soudainement le poignet, lui rappelant brusquement que les gamineries devaient rester entre gamineries. Malgré son refus, il la tira violemment contre lui pour l'étreindre, lui demandant avec fureur si elle ne serait satisfaite qu'en couchant avec lui. Cette étreinte puissante la laissa sous le choc, lui faisant ressentir distinctement le battement frénétique contre sa poitrine. Si intense qu'il couvrait le bruit de la pluie environnante. Gu Jeon, qui avait rejeté ses sentiments pendant des années, sembla ce jour-là ne plus pouvoir la repousser et lui donna un baiser passionné. À cette époque, elle subissait des cours de piano si rigoureux de la part de la directrice Pyo Myung-hye qu'elle en était épuisée physiquement et mentalement. C'est peut-être en raison de cet épuisement qu'elle avait pensé qu'une seule nuit complète auprès de lui suffirait amplement. Cependant, après cette nuit-là, leur relation prit silencieusement une toute autre tournure. Ils commencèrent à manger de délicieux plats ensemble, à se promener en voiture et à profiter de doux moments de rendez-vous comme n'importe quel autre couple. Il remontait doucement la fermeture éclair de son manteau, lui disait de ne pas se plaindre du froid, puis ils échangeaient des regards passionnés comme de véritables amants. Marchant côte à côte pendant toute une année, bercés par la promesse de manger des nouilles instantanées au bord du fleuve Han. À l'occasion de son premier récital solo, elle lui tendit timidement une invitation, exprimant le désir qu'il lui offre lui-même des fleurs pour la féliciter. Ce qui le fit esquisser un léger sourire tout en la grondant gentiment, disant qu'elle en demandait trop. Elle lui rappela avec timidité de venir absolument sans être en retard, car elle avait un secret important à lui révéler une fois le spectacle terminé. Et lorsqu'il hocha la tête en souriant pour le lui promettre, elle s'était bercée de l'illusion que ce bonheur durerait pour toujours. Elle croyait que l'enfant qui grandissait dans son ventre était le merveilleux cadeau qui leur permettrait de construire leur avenir ensemble. Mais cette illusion vola en éclats lorsque, le jour même du concert, un terrible accident sous la pluie l'empêcha de venir. Gu Jeon tomba dans un coma profond, la laissant seule et désemparée sur scène sous les projecteurs, incapable de partager la joie du spectacle ou la grande nouvelle du petit être qu'elle portait. 2 mois plus tard, le destin cruel fit basculer sa vie dans un nouveau chapitre sombre au temple de Yongung Yonwol. Tenant l'échographie du fœtus dans sa main, Ye-hongé hésitait à révéler la vérité alors que son amant était dans le coma depuis 2 mois. Et elle se dit qu'elle devait au moins en informer la directrice Pyo Myung-hye, car c'était la seule parente de lui qu'elle connaissait. Soudain, le secrétaire s'approcha pour lui reprocher son retard et lui demander pourquoi elle était injoignable. Ce qui la fit expliquer maladroitement qu'elle avait dû passer à l'hôpital, mais le secrétaire a sèchement rétorqué que la directrice n'avait pas à attendre après son emploi du temps. Elle baissa silencieusement la tête pour s'excuser, rangeant précipitamment l'échographie dans son sac pour cacher une larme prête à couler sur sa joue. Au même moment, la porte en bois du temple s'entr'ouvrit doucement, accompagnée de la question anxieuse d'une femme posée au chaman. En entendant la chamane prédire que les dieux avaient annoncé en rêve que sa famille allait accueillir un petit-fils très beau. Cette femme joignit les mains, folle de joie, remerciant infiniment les dieux pour ce miracle sur le point d'arriver dans sa lignée. Mais à peine sortie, son regard se durcit en apercevant soudain Ye-hongé. Puis elle lui demanda d'un ton froid et hautain ce que la jeune fille fabriquait ici.
Madame Pio gronda Yeongje pour être arrivée en retard par rapport au rendez-vous de 14 heures, lui demandant avec arrogance pour qui elle se prenait pour arriver après elle. Et quand elle s'excusa timidement, elle l'interrompit en critiquant le temps et l'argent investis sur elle, lui reprochant de ne pas avoir touché un clavier depuis 2 mois malgré l'opportunité de son récital solo. Elle lui demanda ironiquement si elle comptait abandonner sa carrière de pianiste tellement elle était sous le choc de l'accident de Jeon. Puis la pointa du doigt, lui rappelant cruellement de garder sa place au lieu de s'illusionner sur le fait que son fils puisse sortir avec une fille comme elle. Elle lui enfonça les doigts dans la poitrine pour la faire réveiller et la forcer à reprendre la pratique, tout en lui jetant une douche froide en annonçant que Jeon se fiancerait le mois prochain. Cette nouvelle laissa Yeongje sous le choc, incapable de croire ses oreilles. Tandis que Madame Pio, tout en s'éloignant, déclara indifféremment qu'il s'était réveillé la semaine dernière et préparait ses fiançailles, lui conseillant de renoncer au plus vite à l'idée de s'accrocher à lui. Elle se demanda, abasourdie, s'il s'était réellement réveillé, le cœur brisé de ne pas vouloir croire à cette cruelle réalité alors qu'elle n'avait pas reçu le moindre appel de sa part. Déjà installée dans sa voiture de luxe, Madame Pio se retourna pour lui ordonner froidement de prendre le talisman du chaman et de rentrer chez elle, sans oublier de la mettre en garde de ne plus jamais être en retard. La voiture partit en trombe, laissant la jeune fille immobile et seule au milieu de la cour déserte du temple. Yeongje serra Strongly son téléphone, murmurant avec affolement depuis quand son amant s'était réveillé. Ce qui incita la chamane à l'appeler soudainement. Elle s'approcha lentement et l'avertit d'un ton grave qu'elle ne devait absolument pas en parler. Alors que Yeongje était encore trop abasourdi pour comprendre, la chamane devina le secret qu'elle cachait dans son sac et la menaça de ne le révéler à personne. Car si elle le faisait sciemment, non seulement elle ne garderait pas son amant, mais elle perdrait aussi l'enfant qu'elle portait. Cet avertissement sombre la fit trembler, terrifiée au point de ne plus pouvoir prononcer un mot. Elle s'excusa à la hâte puis s'enfuit du temple dans une panique totale. Laissant la chamane soupirer en regardant fixement la silhouette de cette jeune fille naïve. Malgré la peur, Yeongje plaça une main sur son ventre et courut de toutes ses forces vers l'hôpital, convaincue au fond d'elle que dès qu'elle le reverrait, tout irait bien. Car désormais, l'homme qu'elle aimait le plus était enfin réveillé après de sombres jours. En regardant le bâtiment de l'hôpital scintiller sous les lumières de la nuit, Yeongje se dit que son amant ne l'ignorerait jamais, elle est l'enfant qu'elle portait. À l'intérieur de la chambre, Jeon remettait calmement sa chemise pendant que le médecin lui recommandait de le prévenir immédiatement en cas de complications. Mais il balaya cela d'un revers de main, car pour lui, le temps passé à l'hôpital n'était qu'un gâchis inutile alors que le groupe traversait un moment crucial. Bien que son léger mal de tête soit passé, il ne pouvait s'empêcher d'être perplexe, ayant le sentiment d'avoir oublié quelque chose d'extrêmement important. Dans son esprit confus, Yeongje n'était autrefois qu'une pauvre étudiante boursière avec qui il gardait une distance froide. Et une personne particulièrement surveillée par sa mère, ce qui le contrariait. Au même moment, Yeongje courut à bout de souffle le long du couloir de l'hôpital, désirant désespérément le voir pour lui révéler le secret de sa grossesse. Mais la terrible mise en garde disant qu'elle perdrait tout si elle parlait instilla une peur qui freina ses pas. Malgré tout, elle poussa courageusement la porte de la chambre d'hôpital et appela son nom, le souffle court. Pour rester stupéfaite en voyant l'assistant la regarder d'un air perplexe, tandis que Jeon se tenait calmement derrière lui en réajustant sa cravate, comme s'il ignorait sa présence. Jeon se retourna et demanda d'un ton froid si c'était bien Jung Yeongje. Ce qui la poussa à s'avancer avec émotion pour prendre de ses nouvelles après de longues journées d'inquiétude constante. Soudain, l'assistant tendit le bras pour la bloquer, lui demandant sévèrement comment elle avait trouvé cet endroit et lui rappelant que les personnes extérieures ne pouvaient pas entrer sans autorisation. La laissant sous le choc face à ces mots « personne extérieure », elle tourna les yeux vers Jeon, le suppliant d'un ton étouffé de prendre la parole. Il demanda à l'assistant de sortir afin de leur laisser un espace privé. À peine la porte coulissante de la chambre refermée, Jeon lui demanda d'un ton distant ce qu'elle venait faire ici. Yeongje lui reprocha en sanglotant d'être réveillée depuis on ne sait quand sans la contacter, la faisant s'inquiéter au point de ne plus pouvoir manger ni dormir. Puis lui confia son attente douloureuse et tout ce qu'elle avait accumulé sur le cœur sans pouvoir lui en parler. Elle tendit doucement la main pour toucher sa poitrine, poussant un soupir de soulagement en voyant qu'il sortait de l'hôpital sain et sauf. Mais il lui repoussa immédiatement la main brutalement et lui demanda d'un ton agressif ce qu'elle fabriquait. Yeongje la fixa avec de grands yeux, complètement abasourdie. Tandis que Jeon, énervé, lui demanda comment elle avait trouvé cet endroit et lui demanda ironiquement depuis quand ils étaient assez proches pour se contacter en privé. Il soupira d'un air agacé et se plaignit qu'elle l'épuisait, ne sachant plus combien de fois il devait lui répéter les choses pour qu'elle comprenne. Puis il déclara froidement qu'il n'avait absolument aucun sentiment pour elle et lui dit d'arrêter au plus vite. Cette déclaration cruelle fit souffrir Yeongje qui lui demanda si c'était vrai qu'il n'avait pas la moindre affection pour elle. Mais il se moqua seulement en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que l'accident la rende si désespérée, puis la chassa pour qu'elle parte, en ayant assez de ses tracas. Elle resta immobile à regarder son dos froid, l'esprit totalement brisé face à cette réalité cruelle. Sa tête était remplie de milliers de questions sur la raison pour laquelle il faisait semblant de ne rien savoir de leur histoire d'amour. Ses jambes tremblaient au point de ne plus pouvoir la porter lorsqu'elle réalisa que tout échappait à son contrôle et qu'elle n'avait même pas eu le temps de lui annoncer la bonne nouvelle. Elle courut désespérément après lui pour supplier de lui parler une dernière fois,
mais fut immédiatement arrêtée par le garde qui lui informa froidement que le président était rentré chez lui et qu'elle devait partir sur le champ. Menacée par l'assistant qui allait appeler le service de sécurité si elle continuait à déranger. Yeongjae le supplia désespérément de répondre à une seule question. Depuis quand Jeon s'était-il réveillé? Voyant son air pitoyable, l'assistant hésita un instant. Puis finit par lui révéler que le président s'était réveillé il y a environ une semaine. Cette durée d'une semaine fut comme une douche froide pour Yeongjae, la laissant hébétée, se demandant pourquoi pendant tout ce temps il ne l'avait pas contacté une seule fois. Au même moment, dans la luxueuse villa baignée par les lumières de la nuit, Jeon, qui venait de rentrer après avoir terminé les formalités de sortie, s'excusa rapidement pour son retard dû aux embouteillages. Madame Pyo-Mungé, tout en savourant un verre de vin rouge, laissa passer l'affaire et lui demanda s'il rentrerait directement à la maison après le dîner. Elle l'invita joyeusement à manger, puis rappela la sombre période où le médecin avait pronostiqué un état très grave et lui avait dit de se préparer au pire. Pour enfin pousser un soupir de soulagement et exprimer sa joie immense de voir son fils enfin réveillé et hors de danger. Jeon répondit obéissamment à sa mère et la rassurait en disant qu'il savait à quel point elle s'était inquiétée pour lui. Au même moment, le téléphone sur la table vibra avec des messages urgents de Yeongjae disant qu'elle attendait à l'appartement. Ce qui rendit son regard pensif face à ses supplications désespérées lui demandant de revenir. Tandis que Madame Pyo afficha un air méprisant en grimaçant pour lui rappeler que Yeongjae était venu jusqu'à l'hôpital. Elle qualifia avec mépris ses 10 ans d'amour unilatéral d'anomalie, puis lui ordonna de se tenir à l'écart d'elle pour ne pas nuire à la réputation de ses prochaines fiançailles. Alors que sa mère l'invitait à reprendre de la nourriture, Jeon refusa doucement puis grimaça en se tenant la tête soudainement prise d'une vive douleur. Tandis que le nom de Jung Yeongjae résonnait profondément dans son esprit, éveillant le doute vague qu'il semblait avoir oublié de lui dire quelque chose d'important. La nuit tombée, Yeongjae était assise seule et silencieuse sur le canapé de l'appartement, contemplant la vie nocturne étincelante de la ville. Écartant ses inquiétudes pour se dire d'attendre encore un peu avec patience. Elle s'accrochait à l'espoir que son comportement cruel durant la journée n'était dû qu'à la présence de l'assistant, puis apaisait sa douleur par la compréhension qu'elle avait pour l'homme qu'elle aimait. Dans l'appartement sombre, à côté du piano, elle se répétait que cet endroit était leur havre privé qu'il lui avait confié, alors il viendrait sûrement. Un lieu marqué par le souvenir de l'instant où il lui avait donné la clé de l'appartement, lui confiant qu'il s'agissait de leur espace secret. Il lui avait andrement dit qu'elle pouvait y laisser ses affaires sans crainte, car seuls tous les deux connaîtraient cet endroit. Se remémorant cette douce promesse d'autrefois, elle était convaincue que dans ce lieu intime, il ne pourrait pas continuer à faire semblant de ne pas la connaître. Soudain, le bruit du verrou tournant résonna, brisant le silence pesant. Et la grande silhouette de Jeon apparut sur le pas de la porte, murmurant doucement son nom. Dès qu'elle le vit, Yeongjae sursauta et se leva brusquement, l'appelant avec émotion président. Puis changea son appellation pour retrouver le ton affectueux d'autrefois, lui reprochant doucement d'être arrivé si tard. Voyant sa silhouette fragile en larmes, Jeon poussa un léger soupir d'impuissance. Puis elle se précipita pour l'enlacer fort, lui avouant en sanglotant à quel point elle avait eu peur qu'il ne lui arrive malheur. Alors qu'elle s'excusait pour son emportement plus tôt à l'hôpital. Puis posait doucement sa tête contre sa poitrine, avouant avec émotion le manque profond accumulé depuis si longtemps. Jeon durcit froidement son visage, nullement ému par ces douces paroles. Il la repoussa cruellement de lui demandant brusquement quel jeu absurde elle jouait. Laissant Yeongjae totalement stupéfaite devant son attitude anormalement agressive. Jeon lui serra les 2 poignets, qualifiant son acte de dégoûtant, puis lui demanda furieusement comment elle avait trouvé cet appartement secret. Lui reprochant que même sa mère ignorait cet endroit, l'accusant de l'espionner en secret et de devenir folle à force de fantasmer sur lui. Il esquissa un sourire moqueur, lui demandant si elle avait complètement oublié ses avertissements passés. Puis affirma froidement que peu importe ce qu'elle ferait, il ne sortirait jamais avec une boursière de sa mère, et la chassa fermement. En regardant son visage devenu totalement étranger, Yeongjae trembla d'effroi en réalisant la chose la plus épouvantable. L'homme en face d'elle avait complètement effacé son souvenir. Dans ses souvenirs passés, il avait froidement rejeté en lui disant de trouver quelqu'un de son niveau. Et avait affirmé que quoi qu'elle fasse, il ne ressentirait jamais rien pour elle. Cette cruelle froideur correspondait en tout point au regard perçant qu'il lui portait en ce moment dans l'appartement. Cette attitude d'une cruauté extrême donnait l'impression qu'il avait effacé toute mémoire des doux moments qu'ils avaient partagés ensemble. La faisant reculer en tremblant, murmurant dans l'espoir qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise plaisanterie de sa part. Coupant court à ce mince espoir, Jeon s'écria froidement pour lui demander s'il avait du temps à perdre à lui jouer des tours. En colère, il grimaça et lui demanda violemment comment elle avait pu voler la clé pour s'introduire chez lui. Ce qui la poussa à protester amèrement que c'était lui qui la lui avait remise en main propre et qu'ils avaient vécu ensemble ici. Cette explication ne récolta qu'un rire méprisant de sa part, la traitant de traqueuse perverse et délirante. Puis il sembla comprendre, lui demandant froidement si elle avait lu en cachette son dossier médical pour inventer cette histoire absurde. Jeon la questionna avec perplexité sur la façon dont elle connaissait son dossier médical pourtant strictement confidentiel. Puis avoua qu'il avait en effet perdu une partie de sa mémoire, tout en affirmant cruellement qu'une relation avec elle ne faisait certainement pas partie de ses souvenirs perdus. Il lui demanda ironiquement si,
parce qu'il était amnésique, elle pensait qu'il était facile à duper pour inventer une histoire où ils avaient vécu ensemble. Et continua de l'insulter en la traitant de femme vénale, profitant des hommes pour s'élever dans la société. Dans l'obscurité de l'appartement, il lui demanda méprisamment quel était le prochain scénario qu'elle allait inventer, si elle allait fabriquer une histoire de grossesse. À peine eut-il fini de l'insulter de parasite qu'un affreux mal de tête le saisit subitement, le faisant grincer des dents et se tenir la tête. Puis n'en pouvant plus, il tourna précipitamment la poignée de porte, lui ordonnant de débarrasser les lieux immédiatement et promettant de régler le problème de la clé plus tard. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, Yeongjae demanda d'une voix tremblante ce qui se passerait si elle était réellement enceinte. Puis avoua en sanglotant qu'elle était bien celle qui avait vécu au crochet du groupe Gil et l'avait aimé unilatéralement pendant 10 ans. Mais elle affirma fermement n'avoir jamais rien fait de mensonger ni d'honteux pour sa conscience, ce qui lui valut un rire méprisant de sa part. Jeon lui hurla de cesser de raconter des bêtises et de déguerpir avant qu'il n'appelle la sécurité, déclarant carrément qu'il ne croirait jamais à ses mensonges sur sa grossesse. Faisant réaliser à Yeongjae avec douleur que toute explication était désormais inutile puisqu'il lui tourna totalement le dos. Elle accepta de partir, mais avant de faire demi-tour, elle lui laissa un amer avertissement. Disant que si plus tard il se souvenait de toute la vérité, elle lui demandait de ne jamais regretter sa décision d'aujourd'hui. Le temps passa, dans la résidence de luxe. Le secrétaire regarda avec inquiétude le teint pâle de Yeongjae et lui conseilla de rentrer car la réunion de la directrice durerait encore longtemps. Rappelée à l'ordre de faire attention à ne pas s'évanouir comme à l'époque de ses études, elle força un sourire, secoua la tête en affirmant qu'elle allait bien et décida de rester attendre. Un vertige soudain la saisit, elle ferma les yeux et se dit de rester forte pour le petit être qui grandissait dans son ventre. Et décida que si son amant avait perdu la capacité de réfléchir clairement, elle devait au moins en informer Madame Pyo Mungé. Bien qu'elle sût que Madame Pyo la détestait jusqu'à la moelle, elle gardait le mince espoir qu'elle changerait d'attitude en apprenant qu'il s'agissait du sang de sa propre famille. Le secrétaire ouvrit la porte pour lui annoncer que la directrice avait terminé son appel et lui dit d'entrer rapidement. Faisant avaler sa salive à Yeongjae sous l'effet du stress, avant qu'elle ne pénètre timidement à l'intérieur. Madame Pyo buvait une tasse de thé chaud tout en prenant la parole d'un air détaché en apprenant qu'elle attendait depuis le petit matin. Elle lui reprocha de ne pas avoir envoyé de message au lieu de se déplacer jusqu'ici, ce à quoi Yeongjae répondit en hésitant qu'elle avait une affaire importante à aborder. Se remémorant avec hantise les fois où elle avait subi ses colères, recevant des objets jetés à la figure dans cette pièce même et devant s'agenouiller pour demander pardon. La voix autoritaire de Madame Pyo fit sursauter Yeongjae qui retint son souffle pour répondre. Tandis qu'elle lui demandait ironiquement pourquoi elle tremblait, puis lui ordonna d'approcher pour l'aider à choisir une tenue en boc appropriée. Elle se vantait joyeusement que le chaman venait de prédire que sa lignée allait accueillir un petit-fils pour perpétuer la famille. Ainsi les prochaines fiançailles de Jeon devenaient encore plus cruciales pour faire bonne impression auprès de la future belle-famille. Elle brandit un élégant hanbok et l'obligea à donner son avis sur celui qui conviendrait le mieux. Yeongjae, embarrassée, complimenta en disant que n'importe quel hanbok irait à merveille à la directrice, puis demanda timidement au sujet de ce petit enfant. Et lui demanda timidement ce qui se passerait si c'était elle qui lui donnait ce petit-fils, lui rappelant ses propres paroles où elle disait vouloir une belle-fille qui connaisse bien la famille. Madame Pyo admit froidement avoir dit cela un jour. Puis raccrocha tranquillement la tenue sur le cintre, demandant sarcastiquement quel fou voudrait un petit enfant venant d'une fille pauvre vivant de bourse. Elle se retourna avec un sourire pervers, déclarant que le fait qu'elle donne un enfant à sa lignée serait une abomination absolue. Elle la menaça en lui disant qu'elle devait bien comprendre comment l'enfant issu de son ventre serait traité avec cruauté dans cette famille. Puis s'assit posément pour prendre une gorgée de thé chaud, lui demandant pourquoi elle continuait de s'accrocher à Jeon. Elle lui ordonna de mettre fin immédiatement à ce harcèlement, la menaçant que sa patience avait atteint ses limites. Yeongjae baissa silencieusement la tête et obéit amèrement, réalisant avec douleur que son histoire d'amour se terminait de la manière la plus cruelle. Car pour elle, Jeon et le piano étaient à la base les deux choses les plus importantes de toute sa vie. Dans la sombre nuit pluvieuse, Yeongjae traîna sa valise et partit, le cœur brisé alors que l'homme qu'elle aimait avait été si important qu'elle n'avait plus pu jouer du piano, se culpabilisant d'être la cause de son accident. Mais lorsqu'elle décida de protéger ce petit être plus qu'elle-même, elle se demanda si ce souhait n'était pas trop gourmand. Elle fondit en larmes dans la petite chambre étroite, endurant en silence cette douleur déchirante toute seule. Elle accepta de renoncer à la bourse, à sa carrière de pianiste et à son histoire d'un an avec Jeon, emballant précipitamment ses affaires pour déménager alors que son ventre commençait à s'arrondir. Le temps passa paisiblement, l'image des pères tenant la main de leurs enfants dans la rue lui remplissait le cœur d'émotion. Et elle agita joyeusement la main, appelant son petit garçon Jiwoo. En entendant la voix de sa mère, le petit garçon obéissant, portant un sac à dos jaune, se retourna rapidement. Puis afficha un sourire aussi radieux que le soleil, criant de joie en appelant sa mère. L'enfant se jeta dans ses bras pour l'étreindre tendrement, marquant le franchissement du cap des 5 ans depuis le jour où elle avait pris cette décision qu'elle n'avait jamais regrettée. Et c'est avec bonheur qu'elle serra son fils chéri contre elle sous la douce chaleur du soleil, baignée d'un amour maternel absolu. La vie paisible et pleine de chaleur de la mère et de l'enfant s'écoulait ainsi, jusqu'au jour où l'homme nommé Gu Jeon apparut pour les retrouver.
À commencer par le rapport de l'assistant sur le prodige du piano de 5 ans, Jung Ji-woo, qui venait de faire sensation sur les réseaux sociaux après une vidéo de sa performance à la maternelle. Il a déclaré avec enthousiasme que la vidéo avait explosé en nombre de vues et créé une vague d'intérêt particulier. Jeon lut pensivement le dossier sur le jeune prodige de 5 ans nommé Jung. Puis s'arrêta net lorsque l'assistant l'informa que la tutrice de l'enfant était une personne qui lui était extrêmement familière. Son regard s'assombrit, demandant avec insistance si sa mère était déjà au courant de cette nouvelle. L'assistant secoua la tête, affirmant qu'il s'agissait d'une information issue de sa propre enquête secrète, tandis que Madame Pyo ne connaissait actuellement que les nouvelles concernant l'enfant. En regardant la photo de Yeonje jointe au dossier, il arrêta catégoriquement l'assistant et lui dit qu'il n'était pas nécessaire de rapporter ce détail à sa mère. Dans son cœur surgit une myriade d'émotions chaotiques en se souvenant de la femme qui avait soudainement disparu sans laisser de traces des années plus tôt. Celle qui avait abandonné sa carrière de pianiste, annulé son contrat de parrainage, puis bloqué tout contact pour disparaître pendant 5 ans. Dans la cabine d'essayage, Madame Pyo Mungé arrangeait les vêtements de Jeon tout en lui rappelant l'importance des fiançailles et affirmait que Yoeun était le destin de sa vie. Louant la fiancée parfaite qu'il avait fidèlement attendue pendant tout le temps où il était dans le coma. Bien qu'elle lui ait conseillé d'ajuster la date du mariage selon le souhait de sa fiancée d'étudier à l'étranger, Jeon répondit calmement que peu lui importait. Il pensa amèrement que ce mariage n'était de toute façon pas selon sa volonté, juste au moment où l'employé s'approcha timidement pour lui demander son avis sur la couleur des vêtements assortis à ceux de sa mère. Ce qui le fit se retourner avec un regard perçant en l'entendant remarquer que sa mère et lui se ressemblaient beaucoup. Il eut un sourire en coin, demandant d'un ton sarcastique ce qu'il en était de cette ressemblance. Ironisant sur le fait que jusqu'à présent, il n'avait entendu les gens dire qu'il ressemblait à son défunt père, mais jamais à sa mère. Madame Pyo balaya l'insatisfaction de son fils, fixa froidement la couleur de la tenue et dit à Jeon d'aller se changer rapidement. Debout seul, desserrant sa cravate, Jeon poussa un lourd soupir alors que la phrase sur la femme qu'il avait attendue pendant son coma lui venait sans cesse à l'esprit. Pour qu'inconsciemment, l'image des yeux larmoyants et les murmures de manque intense de Yeonje refassent doucement surface, lui serrant le cœur. Tournant le dos pour regarder l'horloge murale, Jeon se demanda avec perplexité pourquoi l'image de Yeonje continuait de hanter son esprit. Il serra sa cravate, doutant et ne comprenant pas comment elle connaissait l'appartement secret pour venir le trouver, décidant de la rencontrer en personne pour l'interroger après la fin de ses fiançailles gênantes. Il lut pensivement le dossier et prit la résolution d'aller personnellement la retrouver juste après les fiançailles. Ses yeux restèrent fixés sur la photo de Yeonje sur le CV, se demandant jusqu'où elle était partie après avoir changé de numéro de téléphone. Les souvenirs du passé refluèrent soudain lorsque l'étudiante à lunettes chanta à pleine voix dans le studio d'enregistrement, où le professeur de musique corrigeait chaque respiration pendant que Yeonje s'asseyait et s'entraînait assidûment au clavier du piano. Elle se laissait emporter avec diligence par la mélodie, modulant sa voix avec confiance sous la direction du professeur. Ayant reçu des compliments, Yeonje sourit doucement, satisfaite de ses résultats. Elle évoqua joyeusement le souvenir de leur première rencontre, lorsqu'il avait brutalement critiqué son jeu de piano comme étant très mauvais. Ce qui fit sourire doucement Jeon, admettant qu'à ce moment-là, c'était peut-être parce qu'il n'avait pas écouté attentivement. Elle força un sourire timide en le taquinant sur le fait qu'il ne pouvait pas se concentrer parce qu'il la regardait, mais ce doux souvenir fut rapidement éteint par la cruelle réalité, en remplissant ses yeux actuels de larmes amères. Sa main fut soudainement prise de convulsions, se raidissant complètement sur les touches du piano, la rendant confuse et la poussant à s'excuser précipitamment auprès du professeur et de l'élève qui s'entraînait avec elle. Voyant son visage si pâle, le professeur lui demanda avec inquiétude si elle pouvait continuer à jouer du piano. Elle frotta doucement sa main qui tremblait continuellement puis baissa la tête pour s'excuser, criant intérieurement en se demandant quand elle échapperait enfin aux chaînes de ses souvenirs cruels. Le crépuscule tomba à l'extérieur de l'école maternelle. Yeonje marchait silencieusement, lisant d'un air pensif le message d'encouragement du professeur concernant ses convulsions causées par un traumatisme psychologique. Elle tapa un mot de remerciement et l'envoya, le cœur amer car elle pensait que des années de pratique persévérante l'avaient aidée à se rétablir. Mais ses mains l'avaient trahie, la forçant à envisager amèrement d'augmenter ses heures de travail au café pour avoir de l'argent afin d'élever son enfant. L'enseignant de la maternelle sursauta, le téléphone à la main, en voyant Yeonje apparaître et expliqua précipitamment qu'elle s'apprêtait à emmener le petit Ji-woo dehors. Ce qui fit sursauter Yeonje, qui se tourna précipitamment pour demander avec insistance si quelque chose d'anormal s'était produit. L'enseignante admit honnêtement que quelqu'un venait de se présenter à la maternelle pour rencontrer Ji-woo après avoir vu la vidéo de piano sur les réseaux sociaux et voulait rencontrer directement les parents de l'enfant. Puis Yeonje fut choquée et stupéfaite lorsque l'autre révéla que la personne qui s'était présentée était quelqu'un du groupe Gil. Son cœur battait la chamade dans une panique absolue, demandant frénétiquement si l'enseignante avait laissé Ji-woo seul avec eux. Laissant l'enseignante embarrassée et sans voix, ce qui fit monter la frustration et la panique dans le cœur de la mère alors qu'elle criait pour savoir comment elle avait pu confier l'enfant à un étranger. Malgré les appels de l'enseignante derrière elle essayant de s'expliquer, Yeonje, paniquée, se retourna et courut de toutes ses forces vers la salle de classe. Puis, avec toute la peur d'une mère, elle poussa violemment la porte coulissante devant elle.
Haletante et hébétée, elle vit son petit garçon assis au bureau, juste à côté de la grande silhouette de l'inconnu. Dès qu'il vit la silhouette familière sur le pas de la porte, le petit Ji-woo se retourna joyeusement, affichant un sourire radieux et appelant sa mère avec affection. Yeonjae se précipita immédiatement pour serrer fort son fils Ji-woo dans ses bras avec peur et l'appela précipitamment par son nom. Faisant que la silhouette de l'homme élégant debout à côté d'elle la salua d'une voix basse et hésitante, disant que cela faisait longtemps. Jeon apparut dans un costume soigné, son regard assombri fixé droit sur elle, et l'appela calmement par son nom complet, Jung Yeonjae. Le son de son cœur battant à tout rompre fit trembler Yeonjae, stupéfaite par la présence inattendue de son ex. Serrant fort son petit enfant dans ses bras, elle durcit son visage et lui demanda froidement ce qu'il faisait ici, affirmant qu'elle avait déjà reçu la lettre du groupe Gil. Puis déclara catégoriquement que sa famille n'accepterait aucune offre de parrainage pour Ji-woo, exprimant en même temps son mécontentement qu'il ait cherché l'enfant de sa propre initiative. Voyant son attitude défensive, Jeon lui reprocha doucement d'être trop froide et demanda si, après 5 ans de séparation, une telle attitude amère n'était pas exagérée. Puis soupira doucement et pensivement, disant qu'au moins, ils pourraient maintenir une relation normale pour parler ensemble. Remarquant l'atmosphère tendue entre deux, l'enseignante suggéra gentiment qu'il pourrait se déplacer vers la salle de conseil pour avoir un espace privé où discuter. Le petit Ji-woo sourit docilement et hocha la tête, disant à sa mère de parler sans s'inquiéter car il pouvait jouer sagement dans la classe après l'école en l'attendant. Yeonjae pinça légèrement les lèvres et hocha la tête, acceptant la suggestion de l'enseignante de se déplacer vers la salle de conseil. Tandis que Jeon suggéra calmement qu'ils se déplacent tous les deux vers un endroit privé pour commencer leur conversation. Le flux des souvenirs ramena Yeonjae à ses nuits tardives dans l'appartement exigu, où elle savait mieux que quiconque à quel point son fils était spécial. Lorsqu'elle s'asseyait silencieusement devant l'ordinateur, témoin de chaque étape de la croissance et du talent musical inné de l'enfant. Une série de de grandes entreprises, de chaînes de télévision et d'académies envoyaient continuellement des offres de parrainage et des opportunités d'apparaître à la télévision pour Ji-woo. Bien qu'elle sache que le groupe Gil voulait également parrainer le garçon, elle avait catégoriquement tout mis à la poubelle car elle n'avait pas l'intention de laisser son enfant suivre la voie du piano. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées à son bureau, Yeonjae entendit soudain le son de notes de musique résonner au milieu de la nuit, sursauta, se retourna et appela son enfant. Puis sortit doucement pour voir Ji-woo absorbé à frapper les touches du vieux piano, même si quelques touches étaient cassées et ne produisaient aucun son. Le petit Ji-woo se retourna innocemment, avec un sourire radieux, répondant joyeusement que jouer du piano était très amusant car ses petites mains pouvaient mémoriser les notes pour jouer à la maternelle. En regardant son fils passionné par le clavier tard dans la nuit, Yeonjae resta silencieuse et amère en voyant inconsciemment la silhouette de sa propre enfance dans l'enfant. Le passé refit surface lorsqu'elle était écolière, sanglotant et demandant à sa mère pourquoi elle ne la laissait pas apprendre le piano même si elle était meilleure que les autres enfants. Ce qui fit que la pauvre mère, plongée dans l'obscurité, ne pouvait qu'essuyer ses larmes en expliquant le prix élevé du piano, malgré ses cris de frustration disant que les frais de scolarité n'étaient pas si élevés. Se souvenant de la douleur d'antan, Yeonjae se demanda douloureusement si sa mère, de son vivant, avait enduré le même sentiment d'impuissance déchirante qu'elle ressentait maintenant. Alors que le tourment de vouloir tout donner à son fils mais de ne pas en avoir les moyens pesait continuellement sur son esprit. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Ji-woo arrêta soudainement de taper sur les touches, leva les yeux avec inquiétude vers sa mère et demanda innocemment pourquoi ses yeux étaient remplis de larmes. Elle prit précipitamment son fils dans ses bras, forçant un sourire pour le rassurer en disant qu'elle allait bien, mais qu'elle était émue d'entendre son jeu de piano innocent. Serrant fort son enfant qui s'endormait peu à peu sur son épaule, Yeonjae se jura que quoi qu'il arrive, elle n'accepterait absolument jamais de parrainage d'aucune entreprise. Car elle craignait qu'il ne considère son enfant comme une possession et que s'il rencontrait quelqu'un d'aussi autoritaire que Madame Pyo, l'enfant souffrirait de 1000 humiliations. Bien qu'elle sache qu'elle n'avait pas la force de s'occuper seule de son enfant, elle éteignit catégoriquement la passion du piano de l'enfant parce qu'elle était déterminée à ne pas laisser Ji-woo vivre une vie malheureuse comme la sienne. De retour dans la salle de conseil du présent, Yeonjae durcit son visage et leva les yeux vers Jeon lorsqu'elle entendit calmement lui dire de s'expliquer rapidement. Jeon lui tendit le dossier, lui dit de le prendre et lui conseilla de ne pas être trop sur la défensive avec lui. Tout en pensant secrètement qu'il avait cru ne ressentir aucune émotion en la revoyant après une longue période de séparation. En regardant son visage, il réalisa que l'aura autour de Yeonjae avait maintenant complètement changé par rapport au passé. Et ne put s'empêcher de réaliser avec mélancolie que sa silhouette semblait beaucoup plus mince et fragile qu'auparavant. Ce soudain élan d'émotion le rendit confus, se reprochant de penser à des bêtises. Puis retrouva son air froid et la pressa d'ouvrir le dossier pour voir les conditions du parrainage, lui rappelant de ne pas oublier qu'il avait pris la peine de venir de loin jusqu'à Dajon juste pour parler. Yeonjae leva des yeux glaciaux vers lui et demanda amèrement ce qu'il entendait par parler. Puis serra fort les documents dans sa main, demandant avec ressentiment s'il avait complètement oublié la dernière conversation cruelle entre deux des années plus tôt. Jeon répondit calmement qu'il n'était pas venu ici pour remuer le passé et affirma qu'au départ, il ignorait totalement qu'elle était la tutrice de l'enfant. Yeonjae le regarda avec un regard ferme, disant calmement qu'elle était très occupée. Elle lui suggéra donc d'aller droit au but concernant Ji-woo.
Yeongjae demanda avec scepticisme s'il était vraiment venu ici sans savoir qu'elle était la tutrice, affirmant qu'elle ne comprenait que trop bien le mode de fonctionnement du groupe Gil. Jeon eut un petit sourire en coin, admettant qu'on pouvait considérer qu'il savait que c'était elle, puis supposa calmement qu'elle gardait encore beaucoup de rancœur envers lui du passé. Révélant en même temps que quelques jours après leur conversation amère d'il y a des années, il avait appelé à plusieurs reprises pour la trouver, mais elle avait soudainement changé de numéro de téléphone pour disparaître. Cette nouvelle stupéfia momentanément Yeongjae, la laissant choquée et demandant avec insistance pourquoi, cette année-là, il avait continuellement essayé de la contacter. Il s'approcha lentement, admettant qu'à ce moment-là il avait quelque chose à lui demander mais l'écarta immédiatement, lui disant de mettre de côté ses vieilles histoires. Puis déclara catégoriquement que le groupe voulait vraiment Ji-woo, promettant de fournir un forfait complet pour l'enfant, allant d'un logement à Séoul, aux frais de scolarité privée jusqu'aux frais d'études à l'étranger plus tard. Il affirma même que si la raison de son appréhension envers le groupe était sa mère, il était prêt à garder secrète envers Madame Pyo Myung-gae le fait qu'elle était la mère de Ji-woo. Cette promesse de protection fit rater un battement au cœur de Yeongjae, allumant soudainement un fragile espoir dans son cœur qu'il se soit souvenu d'elle. Mais l'illusion fut immédiatement brisée lorsque Jeon lui rappela froidement de ne pas se méprendre, affirmant que cette offre était uniquement destinée à Ji-woo et lui disant de répondre en tant que mère. Il tourna les talons pour partir, sans oublier de lui rappeler que c'était une bonne opportunité pour une mère célibataire comme elle, puis déclara catégoriquement qu'il la recontacterait plus tard pour entendre sa réponse. Avant de partir, il se retourna pour lui rappeler qu'elle devait absolument décrocher lorsqu'il appellerait la prochaine fois. Attendant que sa silhouette s'éloigne, Yeongjae serra le poing, froissant le coin de la pile de documents de frustration. Ce soir-là, le petit Ji-woo cria de joie en voyant la boîte de pizza chaude et délicieuse que sa mère avait préparée sur la table. Faisant que Yeongjae lui rappela doucement de manger lentement pour ne pas se brûler, tandis que le garçon hochait sagement la tête et savourait joyeusement son repas. Au milieu de son repas, Ji-woo leva soudain les yeux vers sa mère, demandant curieusement pourquoi elle lui avait caché et refusé de lui dire auparavant. Ce qui laissa Yeongjae stupéfaite et silencieuse en entendant son fils s'exclamer naïvement qu'elle avait été une pianiste absolument merveilleuse. Tremblante, elle lui demanda qui lui avait dit ça, pour ensuite réaliser avec panique que c'était Jeon lui-même qui avait délibérément révélé ce secret du passé à l'enfant. Réprimant sa douleur, Yeongjae affirma doucement d'une voix triste qu'elle n'était plus pianiste, ce qui amena le garçon stupéfait à demander pourquoi. Puis demanda innocemment si c'était parce qu'elle détestait le piano maintenant. Au même moment, Jeon se tenait dans sa chambre, plongé dans ses pensées alors que les doutes sur la véritable identité de Yeongjae tourbillonnaient continuellement dans son esprit. En regardant les yeux de son fils, Yeongjae sursauta en réalisant que ses yeux ressemblaient exactement à ceux de Jeon. Puis, entendant son fils l'appeler, elle expliqua doucement que ce n'était pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'il lui était difficile de continuer à jouer au clavier. Elle lui conseilla gentiment d'essayer d'explorer d'autres matières comme les arts martiaux ou la lecture, car il y avait encore beaucoup de choses intéressantes là-bas. Ce qui fit que le petit Ji-woo fit la moue et répondit à voix basse qu'il préférait toujours le piano et qu'il se sentait très heureux de savoir que sa mère en avait joué. Le garçon avoua qu'avant, il n'osait pas toucher le clavier de peur de rendre sa mère triste, se souvenant de la fois où elle avait versé des larmes en entendant le son des notes. Puis leva ses yeux innocents pour demander si sa mère ne le détestait pas, pourrait-il continuer à jouer du piano. Ces mots innocents serrèrent le cœur de Yeongjae, réalisant douloureusement que son petit enfant avait toujours dû faire attention prudemment à l'expression du visage de sa mère tout ce temps. Elle se tourmentait, étouffée par l'émotion, car elle voulait initialement donner à son enfant le bonheur le plus complet, mais se retrouvait impuissante, incapable de le faire. Le lendemain, le soleil matinal éclatant illuminait le coin de la cour à l'extérieur du café où travaillait Yeongjae. Où elle préparait assidûment les boissons tout en s'inquiétant pensivement, car le coût de réparation du vieux piano ou d'achat d'un nouveau pour son fils dépassait ses moyens financiers. Se souvenant de la promesse de Jeon de couvrir entièrement les frais de logement et d'études à l'étranger, Yeongjae soupira, se disant qu'elle devait garder la raison. Puis, serrant fort le sac de grains de café dans sa main, elle se dit fermement que quoi qu'il arrive, elle n'accepterait absolument pas de parrainage. À ce moment-là, sa collègue à côté d'elle se pencha à son oreille, lui demandant curieusement si le client qui venait d'entrer était une célébrité, car il était incroyablement beau. Le bruit de pas lents foulant le sol résonna, accompagné d'une salutation polie demandant l'autorisation de commander. Faisant lever les yeux de la personne en face, stupéfaite par le sourire radieux et envoûtant de l'homme élégant vêtu d'un costume soigné. La collègue embarrassée s'empressa de présenter les grains de café torréfiés maison du magasin et offrit avec joie de lui recommander une boisson. Jeon sourit doucement et hocha la tête en signe d'accord. Mais soudainement, il pointa le doigt directement vers Yeongjae, disant catégoriquement qu'il voulait que l'employé là-bas choisisse pour lui. Il regarda intensément dans ses yeux choqués, lui disant d'un ton désinvolte de suggérer un plat car il affirmait qu'elle était celle qui connaissait le mieux ses goûts. L'appel de son nom et ses mots pleins de sous-entendus furent comme un coup de tonnerre, laissant Yeongjae abasourdi, n'en croyant pas ses yeux face à son apparition soudaine. Yeongjae tremblait, choqué et sceptique, se demandant pourquoi Jeon avait pris la peine de venir jusqu'ici. Ce qui amena la collègue, voyant son attitude étrange, à demander avec hésitation si l'homme élégant en face d'elle était une de ses connaissances. Une panique absolue surgit soudainement dans le cœur de Yeongjae,
craignant que ce qu'elle redoutait le plus ne se soit produit. Soupçonnant qu'il ait secrètement enquêté sur le contexte familial de Ji-woo et connu toute la vérité avant de venir ici. La peur qu'il découvre qu'il était le père biologique de l'enfant et qu'il sache qu'elle avait caché depuis si longtemps la laissa stupéfaite et sans voix. Essayant de réprimer sa panique, Yeongjae expliqua précipitamment qu'il n'était qu'une connaissance, puis prit l'initiative de prendre la commande pour aider sa collègue. Jeon, les bras croisés, demanda calmement sa recommandation, mais elle rétorqua froidement qu'elle ne pouvait pas choisir pour lui car elle ne le connaissait pas bien. Voyant l'atmosphère tendue, la collègue apaisa précipitamment la situation en présentant les meilleurs grains de Yirgacheffe du magasin et fit que Jeon hocha la tête pour accepter de commander cela. En entendant le nom du café, Yeongjae sursauta inconsciemment, exprimant son doute car elle se souvenait clairement que dans le passé, il détestait ce type de grain. Puis elle interrompit immédiatement pour changer pour le Columbia Supremo, exactement à son goût, et durcit son visage pour lui demander s'il y avait autre chose à régler entre deux. Cependant, Jeon l'arrêta immédiatement et déclara catégoriquement qu'il avait encore des affaires importantes à régler avec elle en privé, faisant lever les yeux de Yeongjae vers lui dans une panique avec des doutes qui s'accumulaient. Il sortit sa puissante carte noire pour acheter toute la quantité de grains de café de la journée, tout en lui ordonnant de venir le voir dès la fin de son service. En regardant la pile de sacs de grains de café entassés, Yeongjae s'excusa avec culpabilité auprès du gérant du magasin pour l'action imprudente et abrupte de sa connaissance. Mais le gérant était excité et heureux, disant que le propriétaire avait accepté de fermer tôt et l'avait récompensé en lui donnant son congé immédiatement car les ventes de la journée avaient doublé. La collègue, curieuse, posa des questions sur leur relation, remarquant que Yeongjae ne semblait pas du tout heureuse depuis l'apparition de cet homme. En regardant son allure alors qu'il attendait à l'extérieur du magasin, la collègue devina et demanda si cet homme était son ex-petit ami. Faisant répondre amèrement Yeongjae qui n'était pas son ex, car elle-même à ce moment-là ne pouvait pas définir la relation entre deux. Dans son cœur surgit un flot de confusion et de perplexité, ne comprenant pas du tout la raison pour laquelle cet homme était revenu la chercher. Portant les sacs de café dans la rue pour les remettre à Jeon, elle durcit son visage et demanda froidement le véritable but derrière ses actions soudaines et bizarres. Jeon prit les sacs de course puis ouvrit la portière de la voiture, la pressant d'entrer rapidement car il savait qu'elle avait maintenant le temps de parler. Faisant demander à Yeongjae avec ressentiment pourquoi elle devait monter dans sa voiture et l'avertissant de ne pas utiliser son argent pour mépriser le temps des autres alors qu'elle avait son prochain service de travail. Jeon affirma calmement qu'il n'avait jamais plaisanté, puis lui conseilla de se déplacer ailleurs pour discuter afin d'éviter d'affecter sa position. Surtout devant les collègues qui regardaient, si elle ne voulait pas qu'il se méprenne et pense qu'il essayait délibérément de s'accrocher ou de la traquer. Ses mots accablants et son regard perçant laissèrent Yeongjae sans voix, incapable de répliquer. Obligée de céder et de monter dans la voiture, elle exigea froidement qu'il la dépose juste un peu plus loin. Conduisant, Jeon lui reprocha de ne pas avoir répondu au téléphone dès le début, ainsi il n'aurait pas eu à prendre la peine de venir jusqu'à Dajon juste pour une affaire de parrainage. Yeongjae soupira doucement de soulagement en réalisant qu'il n'était pas venu ici parce qu'il connaissait le secret de Ji-woo, puis rappela calmement qu'elle avait déjà refusé par email. Mais Jeon l'écarta et voulut l'emmener dîner pour discuter, malgré sa demande ferme de la déposer dans la rue pour aller à son prochain service. Bien qu'il ait nonchalamment dit qu'il avait déjà réservé un restaurant, Yeongjae affirma catégoriquement qu'elle n'avait pas l'intention de manger et lui demanda de se garer sur le côté de la route immédiatement. Soudain, Jeon se tourna vers elle et lui demanda si elle le détestait à ce point, demandant si c'était tout à cause de ce qui s'était passé il y a 5 ans. La voiture s'arrêta au feu rouge. Il rappela le temps où elle devait vivre sous le contrôle de Madame Pyo et admit que cette année-là il avait proféré des paroles moqueuses et insultantes, la considérant comme une croqueuse de diamants. Puis un sourire sarcastique, disant que si elle avait voulu mentir à l'époque, elle aurait au moins dû élaborer un scénario plus complet. Il continua à la critiquer pour avoir invoqué toutes sortes d'excuses pour quitter le groupe, pour ensuite trouver immédiatement un nouvel amant et donner naissance à un enfant juste après. Se moquant avec un sourire narquois du fait qu'il y a des années, elle n'avait aucune raison de prononcer ces mots inventés de manque pour lui. Ces mots méprisants laissèrent Yeongjae silencieuse et amère, réalisant que l'homme à côté d'elle ne savait absolument rien de la vérité. Pour ensuite faire battre son cœur à tout rompre dans une panique, se demandant s'il n'essayait pas délibérément de la tester pour confirmer s'il était le père de l'enfant. Et trop paniquée, elle tira frénétiquement sur la poignée de la portière, exigeant de sauter, ce qui fit sursauter Jeon de panique et lui fit crier à cause de cette action bien trop dangereuse. Yeongjae descendit immédiatement de la voiture et le supplia désespérément de ne plus jamais réapparaître pour la chercher s'il s'agissait seulement de l'affaire du parrainage. En regardant sa silhouette s'enfuir précipitamment loin de lui, Jeon, stupéfait, serra les dents de colère, se reprochant dans une impuissance absolue. En regardant la silhouette de Yeongjae traverser précipitamment la rue, Jeon fut plongé dans la perplexité, se demandant pourquoi elle avait changé par rapport à avant. Se demandant ce qui avait transformé la fille qui ne savait que dépendre et s'accrocher à lui des années auparavant en quelqu'un d'aussi froid qu'un total étranger aujourd'hui. Il fronça les sourcils de frustration, se reprochant, car son but initial en venant ici n'était pas de se disputer. Malgré cela, l'image de la fille qu'il avait suivie pendant 10 ans continuait de perturber son esprit, le faisant douter de ce qui lui était arrivé et avec quel homme elle avait vécu. La nuit paisible tomba sur la ville,
un appel innocent de maman résonna, coupant le silence. Faisant sortir Yeongjae de ses pensées, pour que le petit Ji-woo boude et rappelle à sa mère qu'il avait appelé 3 fois. Le garçon gonfla innocemment les joues, reprochant à sa mère de continuer à mettre plus de nourriture dans son bol même s'il avait fini son riz depuis longtemps. Yeongjae sourit doucement, caressa les cheveux de son fils, força des excuses pour son étourderie et demanda tendrement si le bébé avait bien mangé. Le garçon serra sa mère dans ses bras, louant sa cuisine comme étant la meilleure, réchauffant son cœur, apaisant sa douleur, et loua l'obéissance de son fils. À ce moment-là, Ji-woo déplia avec enthousiasme un papier couvert de bons points de la maternelle, rappelant joyeusement la promesse d'exaucer un vœu s'il récoltait assez d'autocollants. Yeongjae fut surprise, félicita son fils intelligent puis demanda doucement quel était le vœu qu'il voulait réaliser. Faisant sourire radieusement l'enfant innocent pour révéler que son vœu était l'oncle du piano. En entendant les mots oncle du piano, Yeongjae fut choquée et silencieuse, sursautant de panique face à la réponse inattendue de son enfant. Le garçon expliqua innocemment que cet oncle avait promis de lui acheter un nouveau piano, mais lui avait dit d'être sage et de demander d'abord la permission à sa mère. Puis supplia ardemment sa mère de lui permettre d'accepter ce cadeau car il désirait vraiment jouer du piano. La peur explosa dans le cœur de Yeongjae en pensant à son fils impliqué avec Gu Jeon et le groupe Gil. Soupçonnant que c'était une ruse de corruption sophistiquée de la part de Madame Pyo Myung-gae pour attirer pas à pas l'enfant dans un piège. La peur que le père et le fils se reconnaissent accidentellement lui serra encore plus le cœur dans un tourment anxieux. Elle posa sa main sur l'épaule de son fils, déclarant résolument et catégoriquement qu'elle ne pouvait pas accepter le vœu lié à cet homme. Faisant lever vers sa mère les yeux tristes et pitoyables du petit Ji-woo, qui demanda naïvement pourquoi. En regardant les yeux innocents de son enfant, Yeongjae expliqua doucement que ce n'était pas qu'elle ne voulait pas qu'il ait un piano, tout en se tourmentant secrètement avec une peur extrême dans son cœur. Faisant éclater Ji-woo en sanglots, s'apitoyant sur lui-même et s'étouffant, demandant pourquoi il ne pouvait pas accepter l'aide de l'oncle qui avait promis de lui apprendre à jouer du piano. En regardant les larmes de son enfant, Yeongjae tremblait, hantée par la peur que Jeon ne découvre bientôt toute la vérité et qu'elle ne puisse plus continuer à protéger Ji-woo. Au même moment, dans le bureau du président, les pas fermes de Jeon résonnèrent alors qu'il retournait à l'entreprise. Puis, enlevant sa veste, il interrogea froidement son assistant Seung-jae sur le dossier d'enquête concernant les antécédents familiaux du garçon Jung Ji-woo. L'assistant hocha précipitamment et respectueusement la tête en signe de reconnaissance et demanda prudemment si le président avait des doutes sur quoi que ce soit. Jeon ordonna catégoriquement à son assistant de réenquêter immédiatement et minutieusement pour savoir si le garçon était vraiment sans père et de lui faire son rapport sur le champ s'il trouvait le moindre indice sur le père biologique de l'enfant. Son regard perçant s'assombrit, déterminé à découvrir lui-même tous les secrets que Yeongjae avait délibérément cachés au cours des 5 dernières années.